Moin und herzlich willkommen bei diesem neuen Episode von unserem Podcast Hors d'œuvre. Heute beschäftige ich mich mit einem Thema, das extrem wichtig, mir aber oft unsichtbar ist. Häusliche Gewalt gegen Frauen. Für das Thema gut können zu belichten, schwätze mir heute über ein Longmetrage, dem Eric Lamen sein echter Longmetrage, den Döver 2019 zu einem guten Deal finanziert wird, für die Recherchen zu machen, am Kader vom Fonds Startup. Ça va un peu mieux? Oui, merci. C'est votre mari qui a apporté vos affaires. Vous voulez que je le fasse entrer? Non. Je connais un endroit où vous serez en sécurité. C'est un lieu que pour les femmes. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et je vous présente Emma. Elle habite au premier et certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà rencontrée. Bienvenue à la maison, Emma. Merci. Den Longmetrage, der beschäftigt sich eben gerade mit diesem Thema häusliche Gewalt gegen Frauen und auch die Herausforderungen, mit denen Frauen, die davon betroffen sind, zu dienen haben. Für über das Thema können zu schwatzen, haben wir heute den Eric Lamen und Isabelle Marchal. Ich switche aber nur auf Französisch, weil unser Invité Isabelle Französisch schwätzt. Und voilà. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse un peu rentrer dans le thème d'une manière de vous connaître un peu. On a préparé un petit jeu, c'est un vrai ou faux. Donc, je vais vous lire des phrases et vous pouvez dire vrai ou faux. Et vous êtes très bienvenus de faire un petit commentaire pour expliquer pourquoi. Alors, Eric, avant le tournage de Hors d'haleine, vous saviez ou tu savais ce qui t'attendait dans une maison d'accueil pour femmes. Vrai ou faux? Oui, parce qu'on a fait plein de recherches depuis 2017 dans les différents foyers jusqu'au début du tournage. Ok. Madame Marchal ou Isabelle, ton métier est plutôt vocation qu'occupation. Vrai ou faux? Plutôt vocation. Et pourquoi? Parce que déjà, je suis arrivée un peu là par hasard, mais que je ne me verrai jamais plus faire autre chose. Et ça fait presque 30 ans que je suis en fait chargée de direction de la maison Zichem. Et donc, je peux dire que c'est une vocation maintenant. Oui, 30 ans, c'est un certain temps, oui, c'est vrai. Eric, le film Hors d'haleine est basé sur des témoignages réels de femmes ayant vécu dans des maisons d'accueil. Vrai ou faux? Oui, donc ça c'est quelque chose qu'on a fait aussi quand on a fait nos recherches dans les foyers, quand on est allé rencontrer les directrices des foyers, on a aussi rencontré les femmes du foyer et puis on nous a mis en contact avec plein de femmes. On a fait une 30aine d'interviews avec des femmes qu'on a rencontrées. Et en fait, tous les interviews qu'on a fait, les histoires qu'on a entendues sont devenues les histoires des personnages du film. Ok, très intéressant. On va en parler plus tard. Isabelle, les femmes victimes de violences domestiques hésitent souvent à quitter leur domicile par peur de représailles. Vrai ou faux? Vrai. Je pense qu'on en parle aussi un peu plus tard, mais la crainte liée à la relation avec le partenaire est souvent la première cause la première raison pour laquelle les femmes ont peur de quitter. Et également, si elles sont mamans, la peur de perdre leurs enfants. Mmh. Et puis la dernière question déjà. On va rentrer dans le thème après. Eric, tu as travaillé en étroite collaboration avec des organisations de soutien aux survivantes, voire non, on ne dit pas survivantes, aux victimes pour réaliser Hors d'haleine, vrai ou faux? Oui, on a travaillé ensemble du début jusqu'à la fin, même la sortie du film. On organisera des screenings spéciaux ensemble avec des tables rondes, avec des discussions qu'on peut avoir avec le public pour promouvoir le sujet et la cause. D'accord. Alors, avant de vraiment rentrer dans le thème, j'aimerais bien préciser que s'il y a des personnes qui sont en train d'écouter ou de regarder ce podcast, si le thème vous touche d'une certaine manière, vous êtes peut-être victime vous-même ou vous connaissez des personnes, vaut mieux peut-être écouter cet épisode avec une personne avec laquelle vous êtes proche, voire ne pas l'écouter du tout, juste pour préciser un petit trigger warning.
Voilà. Donc, commençons par parler du film Hors d'haleine. Eric, peux-tu nous donner une brève présentation du film et de ce qui t'a inspiré pour le faire? Ok, alors voilà, le film s'appelle Hors d'haleine. C'est l'histoire de Emma, c'est une femme d'un architecte qui va se rendre dans un foyer pour femmes en détresse et elle va y rencontrer des femmes et des hommes avec leurs enfants et il y aura des amitiés qui vont se faire entre les femmes et donc c'est une histoire de ces femmes qui deviennent amies et qui ont des petites aventures, qui vont à une fête, qui vont au lac et qui commencent à se libérer de plus en plus de leur mari. Donc ils s'entraident. Donc c'est une histoire surtout sur l'espoir. Donc c'est très positif. Oui, parce qu'il y aura plein de positivité dedans, mais c'est aussi un sujet dur. Donc il sera traité, mais on ne verra pas physiquement de la violence. C'est surtout que les femmes en parlent, en discutent et s'entraident. D'accord. Et les femmes qui jouent, c'est vraiment elles qui se jouent elles-mêmes ou est-ce que c'est des actrices? Donc c'est un mix. On a des actrices et des non-actrices. Donc on a, l'actrice principale s'appelle Carla Juri, c'est une actrice suisse. Puis il y a Véronique qui est une actrice aussi, mais elle a été castée au Kinshasa pour un autre film. Donc ceci c'est son deuxième film. Mais elle vient aussi plutôt du domaine non-acteur parce qu'elle a été castée dans la rue, donc c'est que son deuxième film. La troisième est Esperanza, c'est une femme qu'on a rencontrée lors de nos interviews et qui, elle, n'est pas actrice et on a essayé de jouer ensemble et ça marchait très bien. Donc elle est devenue un des 4 personnages principaux. Et puis il y a Alessia qui est une jeune fille qui a 20 ans, qui a fait quelques ans de conservatoire au Luxembourg, donc aussi, mais elle n'était jamais devant la caméra. Et puis aussi, dans le foyer, quand on tournait, il y a toujours des extras, genre les autres mamans et les enfants du foyer du film sont aussi des femmes du foyer qu'on a... Qui sont réellement sur place. Oui. Ok. Et comment est-ce que tu as abordé ce sujet, qu'il soit à la même fois informatif, mais également émotionnellement engageant pour le film? Donc tout est basé dans la réalité. On a écouté les vraies histoires des femmes. C'était toujours très émotionnel. Quand les femmes nous ont raconté leur histoire, c'était aussi un moment où, au début, nous, on avait donc nous, ça c'est Lynn et moi, on est en fait à deux. Moi, je suis le réalisateur, mais elle est la chef-op, elle a co-écrit le film avec moi. Elle était toujours là du début à la fin, donc en fait, c'est notre film. Et quand on a parlé aux femmes, nous, au début, on avait peur parce que c'est quand même délicat. On n'a jamais rencontré les femmes, on a juste dit on veut faire une interview avec toi. On y est allé et ils nous ont parlé pendant 2-3 heures. Ils ont tout dit. Et c'était émotionnel et on a vu et senti la vraie émotion et la peur et aussi la force qu'elles avaient, l'angoisse, mais la force qu'elles avaient. Donc l'important aussi pour le film et le plus grand challenge, c'était aussi de faire donner justice à ce qu'on a vu et entendu et à ces femmes qui nous ont raconté leur histoire parce que c'est la réalité. Donc l'idée, c'était de prendre cette réalité et de la mettre dans le film et de faire ressentir au public ce que c'est d'être dans cette situation. Et Isabelle, donc toi, dans ton métier, tu es vraiment en contact avec les femmes qui sont donc touchées par ce thème. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience de la réalité quotidienne avec les femmes? Oui, bien sûr. Et je voulais juste rebondir encore aussi sur ce qu'Éric expliquait, c'est qu'ils ont aussi fait de l'immersion dans les foyers. Donc, ils ont rencontré des femmes, mais je trouve que c'est important aussi de dire que Lynn, elle est venue au foyer lors d'une soirée. Enfin, voilà, et ils ont pu aussi ressentir ce qui se passe dans les foyers pour pouvoir le transmettre effectivement dans un film, qui est une fiction, mais dans un film. Donc oui, moi je suis donc la responsable d'un foyer pour femmes victimes de violences, mais également pour jeunes mamans et en parallèle aussi pour jeunes parents. C'est-à-dire qu'on a quelques places aussi pour des jeunes parents. Concernant les femmes, donc les femmes qui entrent chez nous, qui sont victimes de violences, bien entendu, quand elles arrivent, c'est malheureusement, c'est beaucoup de peur, elles sont dans un état de traumatisme.
mais aussi beaucoup de culpabilité. Donc il y a la culpabilité par rapport à leurs enfants, il y a la culpabilité par rapport à l'auteur, parce que voilà, c'est tout un processus. Et donc, notre premier rôle, je pense que c'est d'abord de les rassurer et puis de leur offrir un cadre sécurisant. Donc, il faut aussi que la structure se montre sécurisante. Pour cela, j'ai aussi une équipe. On est une équipe d'une vingtaine de personnes, multidisciplinaire. Donc, on a des éducatrices, on a une psychologue, on a des infirmières. On a également une garde de nuit parce qu'on a la chance de fonctionner 24 heures sur 24, ce qui donne quand même une grande sécurité pour les femmes et pour leurs enfants. Voilà, donc... Et comment le film, en vous posant la question à vous deux, comment le film reflète-t-il cette réalité? Enfin, on en a déjà parlé, vous y êtes allés sur place, vous avez posé plein de questions et parlé des histoires des femmes, mais quand on regarde le film, est-ce que la réalité est vraiment reflétée? Et comment l'avez-vous fait? Moi, je pense que entrer dans une structure, ce n'est jamais une joie d'entrer. On n'a jamais la joie d'entrer dans une structure. En plus, je pense que les personnes ont cette vision de la structure comme quelque chose de très austère. Peut-être que c'était comme ça dans le passé aussi, effectivement. Et ici, on est en 2024. On essaye aussi que les structures soient mieux adaptées à l'intimité des familles. Donc, on n'est pas tout le monde ensemble, on n'est pas sur le collectif. On est sur du collectif, mais on n'est pas que sur du collectif. Et ce que je pense que le film voulait aussi montrer, c'est cette solidarité entre les femmes. Donc, Eric parle d'amitié. Moi, je serais peut-être plus dans la solidarité, parce que je me dis toujours, on est là, on fait connaissance par hasard. Mais effectivement, le fait aussi, nous, on a des femmes victimes de violences, on a des jeunes mamans, et je trouve cette mixité très intéressante parce que les unes apportent l'expérience aux autres. Et puis, les séjours étant longs pour différentes raisons, les dames qui sont déjà là depuis un certain temps peuvent rassurer, et elles rassurent d'une autre façon qu'une éducatrice. Donc, c'est peut-être parfois plus crédible quand on vit les mêmes choses. Après, je ne vais pas vous cacher qu'il y a des conflits, ce serait très utopique de dire que tout est beau, mais dans la mesure où, justement, les structures, matériellement, et l'organisation des structures actuelles nous aident vraiment à avoir quelque chose de sain. Ok. Je suis en train de refléter ce que tu viens de dire, parce qu'en français, les mots, ils ne viennent pas aussi rapidement qu'en luxembourgeois. Mais elle a raison aussi je parle aussi de solidarité, mais voilà, c'est pas ma première langue, le français, donc voilà, c'est la solidarité surtout. Même si des amitiés se créent, effectivement aussi, et sur de la durée. Ok. Et c'est aussi... oui. Ça crée des liens. Oui. C'est quand on partage des expériences, après ça rapproche, ouais. On a des femmes qui reviennent peut-être 10 ans plus tard, parce qu'on organise des petits déjeuners, enfin des événements, et elles arrivent à 2, et on se rend compte, vous voyez toujours, mais oui. Voilà, donc ça crée comme une petite communauté, même des fois. Je pense parfois, oui. Et je vais aussi rebondir sur quelque chose, c'est cette idée qu'elle a dit que l'idée avec laquelle le public entre dans le foyer, c'est cette idée d'austérité, que c'est froid ou que c'est gris, les femmes sont tristes, les enfants, ils vont pas bien. Et en fait, c'est avec cette mentalité que nous, on est entrés avec trépidation, donc nous, Lynn et moi, pour la première fois dans un foyer. Et ce qu'on a rencontré là, c'est les enfants qui jouent et qui crient, les femmes deux qui s'engueulent dans un coin, une qui écoute la musique, l'autre qui cuisine avec une autre. Donc c'était un endroit plein de vie. Et pas du tout comment nous on le pensait que cet endroit serait. Donc et quand on était là, on a été avec les femmes pendant 2 heures, on a discuté, on a parlé et on a senti cet endroit. Et quand on est parti, on s'est regardé, on se disait ouais, ça c'est notre film. Et avec toutes les informations que vous avez eues, les recherches, les témoignages des femmes, quels sont les défis que tu as rencontrés pour traiter ce sujet d'une manière respectueuse? C'est quand même assez difficile, non? Oui, et je pense que le grand challenge, je l'ai dit un peu avant, c'est cette idée d'être juste. C'est-à-dire que ça doit être réel. C'est-à-dire qu'une femme qui a vécu ça puisse le voir et se dire oui, c'est comme ça.
Oui, et dire que c'est comme ça, c'est pas fictionnel, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est en fait comme ça, mais aussi sur un niveau émotionnel. Donc en fait, l'émotion doit être correcte. Et c'était ça le challenge. Un autre challenge, je dirais, c'est quand même aussi, c'était comment traduire ce qui se passe dans le film, parce que souvent c'est l'émotion, c'est quelque chose qu'on ressent, qui n'est pas dit. Donc, d'éviter d'avoir des scènes où donc, on n'a pas de scène où le personnage principal est devant une psychologue et dit « je me sens comme ça, ça et ça m'est arrivé et c'est à cause de… » et c'est ça ce que mon mari fait. En fait, non, on vit avec elle pendant quelques semaines dans le foyer et on comprend à fur et à mesure ce qui se passe, ce qu'elle ressent et aussi ce qu'elle a vécu, mais sans qu'elle dise c'est ça ce qui vient de se passer. Donc, c'est beaucoup plus on doit toujours voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est beaucoup d'interprétation aussi. C'est beaucoup plus suggestif. Mais c'est ce qui est intéressant, en fait. Parce que je pense que chaque femme peut, du coup, aussi se retrouver dans la façon dont le thème est abordé. Oui, voilà, c'est très subjectif. Et donc, on interprète de la position qu'on a quand on regarde le film. Et aussi, dans le film, l'idée aussi, c'est qu'on traite de toutes les violences d'une certaine manière. C'est-à-dire que souvent les gens croient que c'est la violence domestique, c'est que la violence physique. Mais nous, on parle beaucoup de la violence psychologique et aussi de la violence sexuelle. Et je pense que souvent pour un public lambda qui ne s'y connaît pas dans le sujet, c'est pour la première fois qu'ils vont entendre c'est quoi la violence psychologique ? Ah ok, je comprends. Mais justement, on va en parler plus tard. Okay. Donc je pense que maintenant on peut venir un peu plus sur le sujet large justement de la violence à l'égard des femmes. Alors Isabelle, quels sont les principaux obstacles que les femmes elles rencontrent quand elles cherchent de l'aide ? Déjà, le principal obstacle, c'est quand on cherche de l'aide, c'est qu'on doit pouvoir parler ouvertement et parler libérément. Et les femmes ont déjà la première crainte, c'est la crainte de leur partenaire. Donc souvent, c'est aussi pour ça que ça dure longtemps avant de pouvoir parler. Parce qu'il y a la peur de ne pas être cru, il y a la peur des représailles, des menaces, parce que l'auteur aussi prépare la victime aussi si elle osait parler ou si elle osait partir. Donc ça, c'est, on va dire, le premier frein. Après, je pense que toutes les femmes ne veulent pas quitter non plus. Donc ça, il faut vraiment l'entendre. C'est-à-dire que déjà, si une femme peut parler de ce qu'elle vit, connaître les sources, ce qu'elle peut trouver comme ressources, c'est déjà un premier pas. Et souvent, parce qu'elle s'est rendue compte. Voilà, c'est déjà ça, de se dire je suis victime, ce n'est pas normal ce qui m'arrive, mais c'est pas pour ça que je suis prête à passer le pas et de changer, parce que quand on quitte, on renonce aussi à beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est aussi une des principales causes, c'est cette crainte de partir. Et il faut aussi que nous, en tant que professionnels ou entourage, c'est de respecter le rythme de la victime. Donc ça, c'était le frein, on va dire, lié à la famille, etc. Après, l'autre frein, il y a effectivement, même quand on est prêt à partir, même s'il y a pas mal de structures qui existent, on manque encore de place. Et donc, les listes d'attente sont souvent assez longues. Donc, quand on est prête à partir et à mettre ses enfants en sécurité, on se retrouve aussi à devoir attendre. Et donc, ça, c'est vraiment une difficulté pour les femmes et c'est une très grande frustration pour les équipes. Ensuite, il y a aussi les difficultés, je pense, de manque de formation au niveau des magistrats. Donc, par exemple... Je peux donner un exemple plus concret. On a des dames qui arrivent donc au foyer et puis en fait le mari va plus vite que nous, c'est-à-dire qu'il intervient directement, il interpelle directement le juge aux affaires familiales en disant voilà, je veux voir mes enfants, etc. Après 4 jours, il obtient une audience et donc la dame est accompagnée, on accompagne la dame, on prend vite un avocat, on informe du fait que la femme est victime de violence. Mais bien entendu, par exemple, violence psychologique, il n'y a pas de preuve. Et donc, on se retrouve avec le juge qui va dire OK, on accepte que madame vit au foyer, mais l'enfant peut partir en week-end dès samedi. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que la dame retourne chez le partenaire parce qu'elle ne veut pas que son enfant aille tout seul. Donc, on ne protège pas l'enfant qui est victime. Et là, nous, on se dit qu'il faudrait des bonnes formations pour permettre aux femmes qui quittent
d'avoir cette sécurité aussi pour leurs enfants. Et je pense que j'ai peut-être encore d'autres freins, mais Oui, le il y en a- logement. Non, le logement, ça reste aussi le frein du logement qui provoque aussi qu'on a des listes d'attente longues, puisque les femmes qui sont prêtes à partir peuvent pas partir parce qu'il n'y a pas assez de logement. Et comme il n'y a pas assez de logement, ben, on a des dames qui peuvent pas entrer. Donc, Oui, donc il y a quand C'est- même un certain nombre de défis à surmonter Ouais, avant de ouais. recevoir de l'aide. Mais quelles sont des solutions et des infrastructures qui existent déjà au Luxembourg pour un peu montrer ce côté également? alors déjà, on est conventionné par le ministère de l'égalité des chances et des genres et de la diversité. Donc on a pas mal de structures qui existent, des structures d'accueil, des services d'accueil aussi. Il y a des foyers un peu au nord, au sud, au centre, enfin voilà, chez nous. Donc on a quand même pas mal de structures qui existent. Je sais qu'il y a encore des projets d'ouverture de lits. Je ne sais pas maintenant combien, mais en Au tout cas, futur, oui. dans le futur, il y a encore des projets d'ouverture de lits. Donc ça, c'est quand même positif. Il y a des changements aussi au niveau de, par exemple, l'agence immobilière sociale et les structures de logements sociaux qui ne se limitent plus à 3 ans, mais qui peuvent maintenant augmenter à, je crois, 5 ans. Nous, notre service social travaille beaucoup avec les bails glissants, avec les propriétaires, pour essayer aussi que le propriétaire nous loue à nous. Et puis, si ça fonctionne bien, loue à la personne. Donc, tout ça va améliorer les places pour les femmes victimes. Et puis, on a aussi on a une helpline aussi. Donc, voilà, ce sont tous des outils qui sont quand même mis en avant pour pouvoir permettre aux victimes de parler et de sortir de la violence. De surmonter les défis Voilà. qui existent. Voilà. Oui. Alors, on a déjà parlé du sujet de la violence psychologique et qu'elle est souvent oubliée lorsqu'on parle de la violence à l'égard des femmes, voire la violence domestique. Je vous demande à vous deux, est-ce que vous pouvez m'en parler et expliquer comment elle impacte les femmes et leurs familles? Je te laisse commencer. Hein. Évidemment, en fait, la violence physique, la violence psychologique, pardon, elle est toujours présente. Donc déjà, il faut se dire ça, c'est la violence qui est la plus présente. Et effectivement, nous, souvent notre rôle, c'est déjà d'arriver à faire comprendre à la victime que la violence psychologique, c'est une violence. Et après, pour les femmes qui en ont conscience, c'est d'arriver à se reconstruire. Parce qu'en fait, souvent, quand elles en ont conscience, elles nous disent que finalement, la violence psychologique, elle faisait plus mal que les coups. Donc, parce qu'en fait, c'est une violence qui résonne dans la tête. Le soir, quand on se couche, les mots qu'il m'a dit, la façon dont il m'a traité, etc., c'est une violence qui reste. Et en fait, c'est aussi une violence c'est prouvé aussi, qui détruit plus vite l'estime de soi de la victime. Et nous, on a la chance aussi d'avoir une psychologue dans l'équipe. Et c'est une grande partie de son travail, c'est reconstruire l'estime de soi, mais également préparer la victime à affronter une audience, se présenter à une audience, et à affronter son ex-partenaire. Donc c'est vraiment une violence dont il faut parler. Et le problème, c'est que c'est celle qui nous pose le plus de problèmes, puisque souvent, il n'y a pas de preuves. Elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Oui. Et quand c'est pas visible, c'est difficilement... les avocats ont vraiment difficile à l'amener en justice. Tu voulais ajouter quelque chose? J'essaierai d'ajouter quelque chose, mais elle est l'experte. Mais je peux juste dire que c'est ce qu'elle a dit, une des choses qui m'a choqué quand j'ai parlé aux femmes et que j'ai entendu souvent, et presque toutes les femmes l'ont dit, c'est ça que la violence psychologique est presque pire que les coups, et que souvent même, il faut s'imaginer, c'est au moins comme ça que je l'ai compris, si tu as la tension qui monte pendant 1 mois ou 1 mois et demi, et la violence psychologique qui continue, et à un moment, oui, il y a un coup, elle est frappée, mais ça dure 10 minutes peut-être, et après il y a une honeymoon period de quelques semaines où il revient avec les fleurs, et puis tout est bien, et puis la tension recommence, la violence psychologique recommence, donc ça dure beaucoup plus... C'est un cycle vicieux, en fait. Voilà, mais c'est en fait que la violence psychologique, elle est toujours là et dure tout le temps, et plein de tensions. Je vais encore dire un truc que j'ai entendu 2 fois de femmes, ça m'a vraiment choqué, c'est cette idée qu'à un moment, ils disent que la tension, elles m'ont dit que la tension était si forte, et la pression était si grande qu'elle savait, si je laisse tomber le verre,
il va flipper et il va me frapper. Donc, elle a laissé tomber pour que la tension s'arrête. Pour que ça Parce que ce qui vient après, c'est la honeymoon period. Donc, il viendra le jour d'après avec des fleurs et la tension, elle a disparu pendant quelques jours. Et Oui, puis c'est une manière de reprendre un peu le contrôle de la situation. Parce qu'elle ne peut plus de la violence psychologique, de la tension. Tu me corriges si c'est pas correct. Mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment les mêmes. En fait, c'est les mêmes schémas. Et donc, quand on parle du cycle de la violence, c'est exactement ce schéma-là. Donc, la tension, et puis qui monte. Et puis, alors, il y a la violence physique, qui peut être alors, la violence physique sur un objet ou sur la femme. Ou, voilà, mais cette destruction psychologique, elle est présente au quotidien. Et en fait, c'est vraiment aussi utiliser, on pourrait faire un cours, hein, moi je donne des formations, mais c'est utiliser les zones de vulnérabilité de l'autre. Donc dans un couple, plus on se connaît, plus on connaît nos petites... les défauts, ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on a regretté dans notre vie, ce qu'on appelle les zones de vulnérabilité. Oui, donc, voilà. Ça peut être physique, ça peut être quelque chose qu'on a vécu, ça peut être... Et en fait, l'auteur utilise pour toucher la victime ces zones de vulnérabilité. Oui, quand on entend tout ça, on a envie d'aider. Est-ce qu'il y a des manières que la société... Enfin, est-ce que la société, elle peut faire des choses pour aider les victimes ? Le français, aujourd'hui, ça ne marche pas trop. Mais voilà. C'est de ma faute. Non, il n'y a pas de souci. Alors, comment est-ce que la société, elle peut venir en aide aux victimes? Donc, des individus, pas que des infrastructures, mais également les individus. Je pense que déjà, il y a quand même pas mal depuis les dernières années, il y a quand même pas mal de campagnes. Il y a de la politique de prévention, mais il y a aussi de la politique de protection. Donc, je pense que tout ce qui... des spots radio, on voit beaucoup d'affiches, on en parle plus. Nous, on a mis au point avec le ministère le Relation to Test. Donc, ça, c'est aussi quelque chose accessible à tout le monde. C'est de faire un test. Voilà, tout le monde peut faire relationtotest.lu. Et puis, voilà, on teste son couple. Et c'est pas spécialement vraiment lié à la violence, mais c'est juste on teste si on est dans l'égalité. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus d'interventions dans les lycées. On va donner des formations dans les lycées. On donne des formations aux éducateurs dans les écoles. Donc on essaye aussi de toucher les intervenants de première ligne. Donc on parlait des magistrats, la police, etc. L'école de police a des cours depuis des années déjà aussi pour justement que leurs interventions soient plus adaptées. Donc tout ça ne doit pas s'arrêter, surtout il doit toujours se poursuivre. Mais si moi maintenant, par exemple, comme personne privée, je suis dans mon appartement, j'entends que le couple qui vit au-dessus de moi... Il faut agir. Voilà, mais c'était ça la question en fait. Qu'est-ce que les individus qui sont donc témoins de la violence, que ce soit la violence psychologique sous forme de cris comme ça, ou voilà, qu'est-ce qu'on fait dans la situation ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire, si vous êtes dans votre appartement et que vous entendez une personne qui est vraiment en train de se faire violenter, ou des enfants qui crient, ou voilà, je pense qu'il faut appeler la police. Maintenant, à une autre échelle, on peut aussi intervenir parfois d'une autre façon. C'est à un moment donné, on croiser cette voisine et peut-être lui dire un petit mot quand elle est seule, bien entendu, pas avec son conjoint. Mais voilà, il faut pas les affronter, il faut pas les sonner à la porte, je pense, parce que ça va peut-être faire que accentuer le problème du moment. Mais voilà, la police, mais aussi peut-être être une écoute. Glisser une petite brochure à la personne, un numéro de téléphone. Voilà, je pense qu'on a chacun à son niveau, on peut... Donc d'être un peu discret. Pas briser le silence, mais être discret. Oui. D'accord. Je pense qu'on peut conclure la discussion sur le grand sujet de la violence à l'égard des femmes. J'aimerais encore une fois venir sur le long métrage. Eric, quels sont tes espoirs pour l'impact d'Ordalen ? Et quand est-ce que le public pourra découvrir le film ? Je pense que je vais le lier à la question d'avant. C'est-à-dire que, voilà, je pense que le plus que le public général
comprend ou a une idée ce que c'est la violence, Soit déjà conscient. que ça existe. Parce qu'il faut aussi savoir que parce qu'on a recherché longtemps et ce qu'elle a dit, tu vois, ces zones de vulnérabilité, c'est pas juste des pervers narcissiques qui les utilisent. On le fait tous dans nos relations. On connaît l'autre personne, donc parfois je me dis, ok, là j'ai dit quelque chose qui est quand même limite. Et donc il faut se rendre. C'est vraiment une prise de conscience. C'est une prise de conscience pour chacun, oui. Pour chacun, aussi ce que c'est, et pour le reconnaître peut-être en soi-même si on dit des choses qui sont limites, mais aussi pour le reconnaître dans d'autres personnes. Ça va souvent beaucoup plus loin. Pour voir que ok, c'est malsain, ça fonctionne pas. Bon, mais l'idée, c'est voilà, avec le film, l'idée du film était toujours de représenter avec justesse et d'honnêteté, et que le public ait une idée de comment c'est pour une femme qui vit dans un foyer. De rendre le tout un peu plus visible encore pour. C'est ça, de le rendre visible. En fait, aussi de voir derrière les murs d'un foyer pour femmes en détresse, parce qu'on c'est quelque chose où on s'imagine des choses, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ça, c'était l'idée. Et le film, quand est-ce qu'on peut le voir ? Le film va sortir le 13 novembre au Luxembourg, donc dans tous les cinémas du pays. Il y aura quand même plein de screenings spéciaux pendant toute cette période du 13 jusque dans l'Orange Week, parce qu'on collabore en fait avec l'Orange Week et avec toutes les associations avec lesquelles on a collaboré pour faire le film, pour organiser des screenings suivis de tables rondes où on peut faire des discussions avec un public général, mais aussi on fera des screenings pour des élèves d'école, genre des lycéens, pour faire un travail de prévention et un travail de sensibilisation au sujet, ensemble avec tous les acteurs avec lesquels on a travaillé toutes ces années. Et ça aura lieu pendant toute l'Orange Week, je dirais, donc, qui dure du 25 novembre au 10 décembre. D'accord. Isabelle, quel est le message le plus important que tu souhaites encore donner aux auditeurs au sujet qu'on vient de parler ? Est-ce que tu as quelque chose que tu penses est vraiment important à propager ? Je voulais aussi d'abord encore rebondir sur ce que Eric disait, c'est que quand on a demandé ce que la société peut encore mettre en place, moi je pense que à l'heure actuelle, quand on voit des auteurs, des scénaristes, etc., des réalisateurs qui s'intéressent au sujet, c'est qu'on en voit quand même un petit peu de plus en plus, mais pour nous c'est aussi la preuve que la violence conjugale est reconnue et qu'il y a une volonté de faire changer les choses. Et pour la dernière question, je pense qu'on peut rebondir aussi sur ta question d'avant, ou en tout cas ta situation d'avant, c'est qu'il faut briser le silence. Si on est victime soi-même et qu'on veut être entendu et qu'on ne peut pas l'être dans sa famille, eh bien, on peut quand même trouver des pistes. On peut peut-être chercher sur Internet, sur violence.lu, mais même se présenter dans un service, même chez son médecin. Enfin, je pense qu'il faut oser en parler. Et puis, comme ça, en parlant, on aura des pistes de solutions, parce que, je dis, quelque part, il y a toujours une solution. On peut la chercher ensemble, on peut être accompagné. Et puis, si on est plutôt témoin, si on connaît des personnes qui vivent de la violence et qu'on ne sait pas comment l'aborder, mais je pense qu'il faut simplement donner son oreille, dire juste « je suis là » et « je te crois ». Parce que ça, c'est être cru, c'est la chose la plus importante pour les femmes. Et le film, il sera donc une très belle occasion de rendre visible la thématique, que les gens aient une petite prise de conscience quand ils regardent le film. Et donc, avant de finir, comme on vient d'en parler, il y a la Orange Week, il y aura le Utopia Takeover le 25 novembre. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur tous les screenings, voir le trailer du film, vous pouvez visiter le site qui sera mis ici en bas, ordalen-film.fr, pour obtenir donc toutes les informations sur les projections.
Nous vous invitons également à donner bien sûr le feedback sur cet épisode pour qu'on sache si les thèmes vous plaisent ou plutôt pas. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie beaucoup d'avoir parlé de ce sujet très crucial. Et j'espère que beaucoup de personnes verront le film et que le sujet sera encore plus présent et qu'on puisse encore plus avoir le discours. Merci d'être venu. Et merci d'avoir écouté.